Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez les livres du jour Trésors en poche d'Anne Brassier, émission préenregistrée le 3 février 2011, diffusée pour la première fois jeudi 10 février 2011 de 10h45 à 11h45, puis rediffusée l'après-midi de 14h à 15h, vendredi 11 de 6h à 7h et samedi 12 de 19h à 20h. Elle est réalisée par Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Bonjour chers auditeurs, nous avons la joie ce matin de recevoir Aude Pilorget pour un très très joli roman, De soie, d'or et de sang, publié aux éditions Les 4 Saisons à Paris. C'est une évocation romanesque très prenante d'un drapier, la vie d'un drapier dans le Paris du Moyen-Âge. Bonjour madame. Nous allons préalablement vous inviter, chers auditeurs, à quelques petites informations. Cette émission est préenregistrée et donc vous ne pourrez envoyer de messages. Je voulais tout simplement vous parler ce matin un tout petit peu de la radio et de votre adhésion à la radio, votre adhésion morale, mais aussi votre adhésion financière et votre adhésion d'énergie, si je puis dire. Il faut que chacun imagine que il y a 14 salariés à régler, donc si vous pouviez envoyer votre cotisation, ça serait merveilleux, d'une part. Et d'autre part, je crois que il faut que chacun soit militant, c'est-à-dire fasse découvrir la radio à quelqu'un d'autre. Et faire ce geste, merci madame, je vois que vous passez à l'acte immédiatement. Oui. Faire ce geste de participation financière et de militantisme peut donner des ailes à la radio, c'est-à-dire lui permettre de se mettre en ordre de combat pour la TNT, pour le podcast, c'est-à-dire que un jour vous pourrez écouter votre émission préférée, qui je n'en doute pas est Trésors en poche. Vous pourrez l'écouter à toutes les heures du jour et de la nuit et n'importe où, sur votre radio, sur votre téléphone portable, Donc, vous n'aurez plus à rester à la maison, à rester dans un parking, à rester en surface pour attraper votre émission. Et tout cela demande, bien sûr, une énergie considérable et des sous. Donc, il est très important que vous participiez à ce combat, chers auditeurs. Il y a un autre combat, le combat de la radio, vous le savez, c'est un combat pour la langue française, un combat contre l'idéologie, un combat pour le retour au réel, puisque vous savez que l'idéologie, c'est le contraire du réel. C'est un combat aussi pour la défense de notre patrimoine. Et vous savez que ce patrimoine est attaqué sauvagement à Versailles, qu'on y met des objets non identifiés partout, à l'intérieur du château, mais aussi dans le parc. Et au mois de mai, va encore commencer une exposition avec un sculpteur dont les œuvres seraient parfaitement bien placées sur le parvis de la Défense, ou au bord d'une autoroute, mais en aucun cas au parc de Château de Versailles. Alors, je voulais vous dire que le combat de Versailles, mon amour, reprenait. Ce combat
Euh, Ce combat il faut que vous y participiez, vous aussi. Vous savez que nous avons été 5700 dans cette première pétition. Il faut donc la première pétition contre Murakami. Il faut démultiplier ce chiffre. Il faut que chacun amène d'autres signatures. Il faut absolument que l'opinion publique qui est avec nous, puisque vous le savez, tous les sondages montrent combien la majorité d'entre nous est contre cette confrontation entre les arts dits contemporains et l'art du château de Versailles. Donc, si vous voulez, il faut absolument que vous entriez dans ce combat, soit par Internet, en consultant Versailles Mon Amour, soit en me demandant les argumentaires. Vous m'envoyez une enveloppe timbrée, une grande enveloppe timbrée, et je vous envoie ce qu'il y a écrit sur Internet pour que vous puissiez l'utiliser. Il faut que nous passions à une vitesse supérieure encore. J'ai envie de vous lire l'article que Marc Fumaroli a publié dans Le Soir, c'est un journal belge, le 15 septembre dernier. Ça veut tout simplement dire, s'il l'a publié dans Le Soir, ça veut tout simplement dire qu'aucun journal français ne l'a publié. Et voilà ce que dit Marc Fumaroli de l'Académie française. J'interprète le sentiment d'un grand nombre de Français, surpris et déroutés par l'association d'un chef-d'œuvre de notre tradition artistique et d'un artiste pop dont la valeur est artificiellement augmentée pour des raisons davantage boursières qu'artistiques. Bientôt, nous pourrions retrouver des Murakami à Notre-Dame de Paris et à l'abbaye de Cluny. Et je sens qu'il y a une partie du public qui s'estime flouée par ce genre de démarche. C'est le problème de l'art contemporain. Tout ça ne mérite pas le nom d'art. Et on l'installe dans un lieu qui est le produit d'une tradition de toute autre nature que celle de ces objets boursiers. À la limite, par cette introduction de cet artiste japonais au Palais de Versailles, on impose à tout le monde une forme d'art que le public refuse. C'est même davantage un refus qu'avec Jeff Koons il y a 2 ans. Mais ils sont aussi affreux l'un que l'autre. Ce sont des industriels du jouet pour adultes. Ils ne mettent pas la main à la pâte eux-mêmes. Ils ont des ateliers. Cela vient de la manœuvre de Saatchi, qui avait lancé les Young English Artists il y a 10 ans, comme une marque de lessive. Et ça a marché. Parce qu'il y a eu le boom économique et la multiplication de millionnaires à travers le monde, peu préparés à raffiner leur goût et anxieux d'utiliser leur fortune. Faute d'aller chercher du Titien ou du Picasso, qui demandent du discernement, ils éblouissent leurs amis en achetant ces œuvres bizarres, drôles, funny et fort coûteuses pour les placer dans leur loft et faire des parties. Et du coup, leur cote croît. On peut en rire, ce n'est pas tragique, mais c'est une tendance de la société contemporaine qui me paraît inquiétante. La nouvelle forme de civilisation est frappée de gigantisme et de ségrégation sociale, avec une petite élite immensément riche qui peut tout se permettre, y compris d'acheter des jouets pour milliardaires. La croisade européenne que j'ai entreprise avec Paris, New York et retour, c'est de résister. Pour les langues, il faut résister au globish anglais. Pour l'art, nous avons un gigantesque patrimoine qu'on ne peut insulter par l'adjonction d'un kitsch de 10e ordre. Voilà ce texte qui est quand même assez cognant. J'en ajouterai un autre de Jean Clair qui a dirigé le musée Picasso. Ça, c'était dans Le Monde du 3 octobre 2010. Plaisir de l'avilissement, reflet de ce que Proust eût appelé le snobisme de la canaille, propre aux élites en déclin et aux époques en décadence, grince l'ancien directeur du musée Picasso. L'objet d'art, quand il est l'objet d'une telle manipulation financière et brille d'un or plaqué dans les salons du roi Soleil, a plus que jamais partie liée avec les fonctions inférieures, exhibant les significations symboliques que Freud leur prêtait. Vous voyez que ces gens sont très violents, et ils sont bien plus violents que la toute petite Anne Brassier au micro de Radio Courtoisie. Et c'est pour ça que je me fais une joie de redire leur texte. Nous avons imaginé
au collectif Défense de Versailles, au collectif Versailles Mon Amour, nous avons imaginé que les dieux de l'Olympe n'étaient pas du tout contents qu'on leur impose cette cohabitation. Et ils ont rédigé un communiqué que je vais vous lire. Moi, Vulcain, dieu du métal et de la forge, époux de Vénus, déesse de la beauté, président du collectif des dieux de l'Olympe, hôte du parc de Versailles, par la grâce du roi Soleil, en leur nom, je déclare non à la cohabitation avec Bernard Venet. D'incorrigibles récidivistes après Jeff Koons et Murakami donnent carte blanche au plasticien Bernard Venet. Ils pensent que leur insolence restera impunie. Grave erreur. La colère de Jupiter gronde. Je leur conseille vivement de respecter ce domaine. Le maître des lieux, Louis XIV, a choisi chacun de nous et la place qu'il occupe dans le parc depuis 3 siècles. Nous imposer le voisinage de ces objets insensés au sens propre, qui n'ont pas de sens, est choquant pour nous qui en avons tant. Nous sommes ce qu'il y a de plus ancré en vous. Nous mépriser en nous imposant cette confrontation, c'est vous mépriser vous-même. Cette humiliation porte en germe votre châtiment. Ne pas respecter votre culture européenne est un suicide. Les structures métalliques de Bernard Venet s'épanouiront sur le parvis de la Défense ou au bord d'une autoroute, pas à nos pieds dans le parc du château. 10 000 simples mortels ont déjà manifesté leur refus du saccage de notre patrimoine. Demain, des centaines de milliers vont se dresser contre la volonté d'une poignée d'hommes plus intéressés par les finances que par la conservation de notre héritage culturel. Nous en appelons au sacro-saint principe démocratique. Le peuple dit « Nous voulons que Versailles soit respecté ». Rétribués par le peuple, les fonctionnaires du château doivent respecter sa volonté. Ensemble, de nouveau, réagissez, défendez-nous, défendez votre vie spirituelle, signez la nouvelle pétition Versailles Mon Amour, et c'est signé Vulcain, Neptune, Apollon, Hercule, Mercure, Diane, Latone et les autres. Voilà, je trouve que ces dieux ont bien fait de réagir, parce que tout de même, se laisser enquiquiner comme ça, c'est pas supportable. Donc, ou vous allez sur le site Versailles Mon Amour, ou chers auditeurs, vous m'envoyez une lettre, une grande enveloppe, et je vous renvoie ces textes pour que vous puissiez les répandre autour de vous. Autre information aussi, vous le savez, il y a eu un grand rififi sur les ondes et dans les médias à propos de l'interdiction de la manifestation, d'une commémoration de Céline, de l'œuvre de Céline, auquel M. Klarsfeld et M. Mitterrand ont refusé la possibilité d'être présents dans cette liste. Je vous ai lu un communiqué de Bernard Anthony pour montrer que si Céline ne devait pas figurer sur cette liste, Aragon non plus, qui avait tout de même prononcé des phrases effrayantes, qui lui aussi avait écrit Feu sur Léon Blum. Comme c'est curieux, on retient les propos de Maurras et de son petit couteau, mais on ne se souvient pas, et on ne veut pas se souvenir, des propos d'Aragon, et il y a des lycées Aragon, des places Aragon. Eh bien, il y a un autre personnage qui figure sur la liste de ces commémorations. C'est un type qui s'appelle Frantz Fanon. Et le cercle algérianiste m'a envoyé un communiqué que je trouve frappé au coin du bon sens. Eh bien, et voilà ce qu'il dit. Le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, vient d'annoncer le retrait de l'écrivain Louis-Ferdinand Céline de la liste des personnalités faisant l'objet d'une commémoration officielle en 2011 pour ses positions sous l'occupation. Il a tenu en revanche à marquer sa volonté de commémorer le 50e anniversaire de la disparition du médecin psychiatre Frantz Fanon, français passé au FLN en pleine guerre d'Algérie, jusqu'à devenir collaborateur du journal El Mouadjid et ambassadeur en mars 1960 du gouvernement provisoire de la République algérienne.
Nous ne saurions oublier que Frantz Fanon fut aussi l'auteur des Damnés de la Terre, paru en 61, où il en appelait, avec Jean-Paul Sartre, au meurtre des Européens d'Algérie. Comment ne pas se souvenir des mots terribles et nauséabonds de Jean-Paul Sartre, préfacier de cet ouvrage? Car en le premier temps de la révolte, il faut tuer. Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups. Supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé. Reste un homme mort et un homme libre. Le survivant pour la première fois sent un sol national sous la plante de ses pieds. Comment accepter que l'auteur de cette abominable invitation à la suppression physique des Français d'Algérie et de cette justification du terrorisme mérite aujourd'hui un hommage national? Et c'est signé Thierry Rolando. Voilà, il y a un petit problème parce qu'il y a des gens au meurtre duquel on a le droit d'appeler et d'autres personnes qui, auxquelles il ne faut pas toucher un cheveu. Alors, s'il y a une règle, et j'avoue que je la partage tout à fait, on n'appelle pas au meurtre, elle est valable pour tout le monde, chrétiens, catholiques et musulmans, juifs et autres personnages. Il faut appeler un chat, et quelqu'un qui est un véritable traître et qui, en pleine guerre, passe dans le camp des ennemis, ça s'appelle un traître. Et s'il n'a pas le poteau, parce que moi je ne suis pas pour les poteaux, s'il n'a pas les poteaux, on ne le célèbre pas non plus 50 ans après. Voilà. Autre appel qui m'a été demandé de répercuter, c'est l'appel des chrétiens du Kosovo. Il faut que vous alliez sur le site internet Chrétienté Kosovo, parce que ce site réclame votre aide. C'est une jeune femme médecin qui a entrepris de venir en aide aux chrétiens du Kosovo, sur lesquels on crache, tout simplement, qui sont appelés à émigrer parce que les Albanais veulent rester seuls maîtres du Kosovo. Donc, Chrétienté Kosovo. Je vous rappelle deux spectacles. Je vous rappelle le spectacle de musique de Dimitri Naedic, ce grand pianiste merveilleux au Théâtre de la Gaîté, Ma vie en morceaux, qui joue le dimanche et le lundi soir, dimanche matin 11h, dimanche après-midi 5h et lundi soir 21h. Et puis, grand pianiste, plein d'humour, spectacle plein d'humour et de poésie. Et puis, au Théâtre de la Main d'Or, une amie auditrice de la radio qui a monté un spectacle pour enfants, l'histoire de Babouchka, à partir des légendes russes, bien sûr. Et c'est tous les mercredis après-midi à 15h. Voilà. Non, c'est pas le titre du Kosovo, c'est Solidarité Kosovo. C'est pas Chrétienté Solidarité. Chrétienté Solidarité, c'est le site de Bernard Anthony. Voilà, chers auditeurs, j'en ai fini avec toutes ces annonces et nous allons passer maintenant, après un intermède musical, à ce très beau livre de Aude Pilorget, De soie, d'or et de sang.
Alors, Aude Pilorget, ce très joli roman qui est d'abord très très joliment fabriqué. J'aime beaucoup cette couverture qui est très belle. On pourrait même la mettre sur comment ça s'appelle? Pas un présentoir, comment ça s'appelle? Sur le bel objet sur lequel on pose l'évangile. Vous allez sûrement me dire ça. Non. Mais si. Ah bon, enfin bref, l'objet en bois que l'on peut même poser sur la table. On le pose sur la table et le livre est ouvert. Et bien là, on peut ouvrir la couverture parce que cette couverture est très belle. Il y a Notre-Dame d'un côté. En construction. En construction. Il n'y a pas... et de l'autre côté, ce très beau tableau. Miniature. C'est une miniature. Qui doit être un petit peu agrandie par rapport à l'original. Bien sûr. Mais cette miniature, elle est décrite à l'intérieur. Absolument. Et quant à Notre-Dame, comme le roman se termine et se commence en 1174, c'est la raison pour laquelle certains traits sont un petit peu effacés. Alors donc cette couverture est l'œuvre de ma fille, Anne, qui a fait une préparation qui dessine et peint depuis longtemps et à qui j'ai décrit exactement ce que je voulais, mais qu'elle a interprété, puisque les figurines qui se trouvent là, sanglantes, c'est son œuvre. Je ne lui avais rien dit. Il faut toujours laisser aux artistes un peu de liberté. Absolument, à tout le monde, il n'y a pas qu'aux artistes. C'est la liberté. Voilà. Mais les artistes, ça c'est sûr. Et là, parlez-nous de cette icône, de cette miniature. Alors, cette miniature se trouvait à la basilique Sainte-Croix, qui est devenue Saint-Germain-des-Prés. Oui. Et naturellement, elle a été volée par les Républicains. Oui. Et fort heureusement, elle n'a pas été détruite, ce qui a été le cas d'une partie importante de notre patrimoine. Bien sûr, oui. Et elle se trouve à la Bibliothèque nationale. Et je l'ai trouvée, moi, où personne ne la voit, ce qui fait qu'elle devrait revenir à Saint-Germain-des-Prés et être exposée. Vous pouvez toujours courir. Oui. Ça m'étonnerait qu'elle soit... On ne sait pas, peut-être que Poutine va faire école, Poutine et Medvedev, qui viennent, vous le savez, de rendre à l'Église orthodoxe tous ses biens. Église, icônes, meubles, vous imaginez. Et donc, j'ai trouvé cette reproduction dans Magnificat. Ça m'a tout de suite sauté. C'est vrai que Magnificat... je vais m'en servir. C'est vrai que Magnificat a la personne qui est chargée de l'illustration de Magnificat sait très bien ce qu'elle fait. Et c'est quelqu'un de très savant et de quelqu'un de très... de doué, du goût de la beauté. Alors, en fait, la plupart des œuvres du XIIe siècle sont un petit peu primaires comme tracé, comme dessin. Pas du tout celui-là. Tandis que ça, pour l'époque, j'ai trouvé que c'était vraiment superbe. Alors, la Vierge, à gauche, la Vierge, avec son doigt pointe vers le ciel. Montre le Christ en croix. Oui. Qui est avec un visage désolé. Avec un visage désolé, mais le Christ a un visage bienveillant et souriant. Oui, c'est extraordinaire. C'est très rare, vous le dites. C'est très rare, oui. Et Saint Jean, qui se trouve de l'autre côté, montre, lui, l'évangile ouvert, parce qu'on ne peut comprendre le mystère de la rédemption que par la Sainte Écriture. Et ce que ma fille n'a pas reproduit, parce qu'elle n'a pas eu la place, ce sont les 4 vivants qui sont placés de chaque côté. Elle a simplement montré le soleil et la lune, qui figurent la création réconciliée par le Christ. Et ce sont des couleurs, le rouge et le vert et le jaune. Voilà, le vert, naturellement, c'est la croix, parce que c'est un arbre vert, c'est un arbre vivant. Tout en bas, le serpent est tassé, sa puissance a disparu. Et ce rouge splendide montre que en fait, la création tout entière est soulevée en fait, et transformée par la rédemption du Christ. Voilà, alors, on est frappé par la beauté des drapés. Voilà, et les drapés sont superbes. C'est des drapés gothiques déjà. Oui, c'est très surprenant de penser que cette œuvre date du XIe siècle. Oui. Alors déjà, voyez, chers auditeurs, la couverture, avant même de commencer. Donc je répète la maison d'édition, l'édition Les 4 saisons. Et que vous trouvez donc, vous trouvez cette maison d'édition
Alors, c'est UCTM, foyer Edwige Feuillère, 45 rue de Trévise, dans le 9e. Et sinon, il y aura un dépôt de ce livre à la librairie Duquesne. Et puis, vous retrouverez Aude Pilorget, bien sûr, à la fête de Radio Courtoisie, à mon stand, parce que c'est un trop joli livre. Alors, je voudrais quand même préciser que le foyer Edwige Feuillère n'est pas ouvert tout le temps. Donc oui, allez, ou soit vous téléphonez, soit vous allez chez, je donnerai les coordonnées. Chez Duquesne Oui. Diffusion. Oui. Alors, vous écrivez, Aude Pilorget, la vie du drapier Pierre Barbier. Et cela commence par un meurtre, la découverte d'un cadavre dans le chantier, sur le chantier de Notre-Dame. Et nous sommes embarqués dans des aventures étonnantes. La vie d'un drapier, donc dans les années 1100. Mais ce livre est pétri de références historiques, de références littéraires, de citations merveilleuses. On a l'impression que vous baignez dans une atmosphère historique, dans une connaissance de ce passé. Et vous dites que c'était votre père qui était médecin de campagne et qui était aussi un passionné d'histoire. Il a écrit, ce père, le docteur Daniel Pilorget? Alors, mon père, non. Tout ce qu'il a pu écrire, en fait, c'est un peu une relation de sa vie qui était assez étonnante puisqu'il était petit-fils d'ouvriers agricoles. Oui. Ma grand-mère, sa mère, étant la première de la famille qui ait su lire et écrire. Oui. Et bon, lui-même, au terme d'un parcours assez étonnant, est devenu médecin. Oui. Et il a été pendant 40 ans médecin de campagne, donc à Mézières-en-Brenne, dans l'Indre. Oui. Il y a d'ailleurs un dépôt du livre à la librairie de Mézières-en-Brenne où j'ai fait une signature. Oui. Et mon père était un homme qui a exercé ce médecin véritablement comme un sacerdoce. Les malades nous ont volé notre père. Comme la plupart des médecins, de campagne de cette époque. Et il n'y a pas que de campagne. Vous savez, moi, je suis fille de médecin de ville et je peux vous dire que c'était la même chose. Oui. Le téléphone commençait à 7h30 et il sonnait toute la journée, y compris à l'heure du déjeuner. À 9h du soir, 10h. Bien sûr. C'était... Bien sûr. Il a fait des accouchements à la lueur des lampes tempêtes. Oui. Il a même pratiqué des petites opérations. C'était les saints laïcs de l'époque, à mon avis. Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Mon père adorait l'histoire, mais c'était un homme de gauche, un socialiste éduqué par l'école républicaine, et l'histoire qui lui plaisait, c'était les histoires tout ce qui se passait après la Révolution française. Oui. Il était peu ferré sur les siècles d'avant. Mais alors le diable porte pierre, parce que voilà. Vous avez, semble-t-il, pris d'autres directions. Oui, oui. Suite à l'écoute d'une mauvaise radio, sans doute. Oh, bon. Mais... même avant. Non, en fait, c'est mon professeur d'histoire qui nous faisait admirer toutes les œuvres qui avaient trait au passé, qui m'a plongé un peu dans toute cette peinture et cette sculpture d'avant la Révolution, parce qu'on ne peut pas dire que la Révolution, sur le plan du patrimoine culturel, ce soit merveilleux. Non, c'est pas manifesté par un pouvoir créatif. Non. Ça n'a pas été créatif sur ce plan. Donc, je me souviens de ces peintures, de ces reproductions de peintures que nous montrait notre professeur en nous disant, elle était membre du Parti communiste. Je suppose. Et elle nous disait, mais admirez, voyez comme c'est beau, etc. Tout ça. Oui, mais quand c'est beau, on peut être de n'importe quel parti, on le sait. C'est incroyable. Voilà, oui. Là aussi, le membre des drôles de mails. Oui, c'est curieux, c'est vrai. Le membre du Parti communiste qui aime les statues du Moyen-Âge. Je le suppose, elle ne nous l'a pas dit. Oui, enfin, vous avez quand même repéré qu'elle n'était pas, c'était pas une femme de droite. Non, pas tellement. Non, c'est très passionnant. Alors, autre chose, vous commencez tous vos chapitres par des citations absolument merveilleuses de tout genre, que ça soit des citations de Louise Labbé à René Char, en passant par Le Tasse,
en italien, excusez du peu, perduto il tempo che in amor non si spende. Oui, je n'ai pas traduit parce que ça me semble assez clair. Le temps est perdu, qui n'est pas Oui. utilisé à aimer, ce qui est une très jolie. C'est une très jolie citation. Très jolie citation. Alors, vous lisez beaucoup, parce que c'est pétri de références culturelles et religieuses, comme j'ai rarement vu. C'est un livre pétri. Oui, je lis énormément, je lis tout le temps, je lis toujours dans le métro. Et vous prenez des notes ? Oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Je corne les pages et je mets voir à telle page, telle chose. Oui. Non, alors certaines citations n'ont pas été pêchées au cours de mes lectures, mais bon, la plupart, si, ce sont des choses que j'ai lues. Je lis toujours beaucoup, et les auteurs asiatiques en particulier, qui pourraient sembler déplacés, mais j'ai une passion pour la littérature asiatique. C'est un peu les deux pôles de ma bibliothèque, l'Asie et puis l'histoire. Voilà, alors je vous donne un exemple, chers auditeurs, qui s'appelle Donna Eis Requiem, qui relate la mort, un enterrement. Vous connaissez tous cette phrase latine, Donna Eis Requiem, et en dessous, comment 8 siècles avant Paquin, c'est donc ce grand romancier chinois, notre drapier expérimente ce que cet auteur dira, à savoir, la longévité est un châtiment. Parce qu'en effet, Pierre Barbier va voir mourir certains de ses enfants, 2 de ses femmes, et que la vie devient dure. Oui, mais je vais penser en fait à cette malheureuse, à Aliénor d'Aquitaine, qui a vécu jusqu'à plus de 80 ans et qui a eu le malheur de survivre à 8 de ses 10 enfants. Oui. Le premier étant mort en bas âge. Oui. Le premier, Guillaume, oui, je sais plus. Mais tous les autres ont vécu jusqu'à l'âge adulte. Et voilà une autre citation, là c'est Éluard, toujours sur la mort, sur le chapitre 2 fois veuf. Nous ne vieillirons pas ensemble, voici le jour en trop, le temps déborde, mon amour si léger prend le poids d'un supplice. C'est dans les derniers poèmes d'amour. C'est tout à fait... Alors, certaines personnes m'ont dit les citations postérieures au Moyen-Âge, c'est déroutant. Et d'autres m'ont dit non, c'est très bien. Donc je les ai laissées parce que moi ça me plaisait. C'est sûr, elles sont déroutantes, mais pourquoi c'est mon côté facétieux. Mais pourquoi ne pas se laisser dérouter ? Oui. Quand on lit un livre n'est pas une autoroute. Non. Il y a des sorties, surtout il y a des airs. Surtout pas le mien. J'aime bien les petites routes de campagne où ça serpente entre les ruisseaux et les bosquets. Alors, la construction de ce livre est très amusante, puisque donc ça commence par la découverte d'un cadavre. Pierre Barbier, âgé, se lève bon matin, il se rend je ne sais plus où, et il traverse le chantier à Saint-Étienne. Du Mont ? Non, pas du tout. Saint-Étienne. Il y avait une vieille église Saint-Étienne qui n'a été démolie que quand on a construit la fin de Notre-Dame de Paris. C'est ça. Et donc, il voit ce cadavre. Et ce cadavre, il le reconnaît. Et à ce moment-là, on tourne la page et on repart en arrière. Et c'est la jeunesse de Pierre Barbier. Alors, c'est très pratique, cette construction, parce qu'en fait, c'est très pratique, cette construction, parce que vous nous racontez 1001 choses. Ah oui, un roman, il faut raconter. Ah non, mais il y a matière à 10 romans dans ce que mais il n'est pas fini, le roman. Il n'est pas fini, oui. Il y a une deuxième, il y a une deuxième tome. Il y aura une suite. Il y a une deuxième tome qui me plaît beaucoup, et donc j'attends. Alors, ce Pierre Barbier est marié à une femme, Béatrix, qui a été jolie, qui a été merveilleuse, mais qui est quand même une sacrée casse-pied, parce qu'elle est jalouse. Et alors, vous commencez ce chapitre par « Il est plus facile de mourir pour la femme qu'on aime que de vivre avec elle ». C'est une citation d'André Mauroy. Oui, j'aime beaucoup.
Euh, et donc, Pierre, la première scène, c'est donc, il part en voyage, parce que quand la femme est casse-pied, autant partir en voyage. Et il part en voyage, et c'est l'un des aspects de ce livre, il y a tout le temps des voyages. Les gens du Moyen-Âge voyagent tout le temps. Oui, bien sûr. Alors, Même si les routes ne sont pas très très bonnes. Quel est le but de ce voyage? Eh bien, il accompagne le prince Louis en Aquitaine où il doit se marier avec Aliénor. Et donc, c'est une expédition à l'époque. Il y a 500 chevaliers qui accompagnent le prince et le roi Louis VI, le papa, est dans un très mauvais état de santé. Oui. Et il donne des directives aux deux personnes qui sont responsables, en fait, son cousin, Raoul de Vermandois, et le beau-frère de celui-ci, le comte Thibaut de Champagne, qui sont à la tête de l'expédition avec Sugère, 500 chevaliers qui vont s'en aller à Bordeaux pour le mariage avec Aliénor, laquelle a 15 ans, le prince Louis a 17 ans. Donc il y a des étapes, parce que ça va pas très vite. Et j'ai supposé, quoique l'histoire je ne l'ai pas trouvée en fait, mais j'ai supposé qu'il y avait également l'intendance, n'est-ce pas? Et puis des cadeaux. Bien sûr, l'intendance des cadeaux. Et puis les fêtes à Bordeaux vont donner lieu à des échanges commerciaux très importants. Bien sûr. Le commerce marche. Bien sûr. Alors, et donc Pierre Barbier va établir des liens commerciaux. Il va rencontrer d'autres marchands à Bordeaux. Voilà. Ces échanges commerciaux, d'ailleurs, sont très, très développés, on le voit. Il y a les départs aux croisades. La première croisade Saint-Bernard de Clairvaux. La deuxième aura lieu après. Qui prêche la croisade. Et là, vous montrez pourquoi Saint-Bernard de Clairvaux part. C'est pas pour... Lui, il reste, mais il fait partir les autres. Oui, non, mais c'est Édesse. Édesse est tombé. Donc, en fait, il y a toujours eu des départs. Il y a eu des départs massifs, première, deuxième. Mais alors, le terme croisade, je ne l'utilise pas parce qu'il ne date pas de cette époque. On disait qu'il y avait des croisés, mais on parlait de pèlerinage ou d'expédition. Le terme croisade a été forgé par la suite. Oui. Donc, j'ai préféré ne pas le dire. Ce que je crois... explique très bien dans un livre Jacques Herse. D'accord, oui. Et il y a toujours eu des départs solitaires ou par petits groupes, en fait. Alors, il y a d'ailleurs un des fils qui va partir. Voilà, il est mécontent que son père se remarie. Donc là aussi, il s'en va, il quitte le foyer. Qui est une bonne façon de faire. Et lui va revenir, en fait. Il va revenir vivant. Il va revenir vivant. Et puis, il y a un autre personnage qui va revenir et qui va partir, c'est Guillaume. Oui. Alors, lui, Guillaume, va partir en pèlerinage à Compostelle. Alors, Guillaume, c'est un jeune aristocrate... un cadet de famille. De Toulousain. Oui, un cadet d'une famille pauvre. D'une famille pauvre qui est en but à une agressivité d'autres aristocrates dans le Midi, qui monte à Paris et qui va faire des études. Et sa fille, la fille de Pierre, va lui demander de l'accueillir chez lui. Oui, les étudiants qui étaient pauvres logeaient fréquemment chez l'habitant. Ils étaient au pair, si je puis dire. Oui. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais c'est toujours une personne dans une famille, c'est toujours un élément étranger. Et en plus, cet homme est doublement étranger. Bien sûr, oui, parce qu'il est Et alors, il est aristocrate. Oui. Je peux vous le dire en confidence, la mère de ce jeune homme, c'est une Sarrasine. Ah oui. Mais on ne le dit pas dans le roman, ce sera dit après. Ça sera dit après, bon. C'est pour ça que Pierre s'inquiète beaucoup. D'autant plus que Guillaume, évidemment, tombe amoureux d'une de ses premières filles, puis d'une seconde fille. Oui. Parce que la première fille, elle, se consacre à Dieu. Voilà, oui. Alors, bon, terminons-en avec ces voyages. Ce Pierre Barbier vend des soies de Mossoul, des voiles qui viennent du Moyen-Orient. Oui. On a vraiment l'impression que sans avoir d'aéroport et d'avion, tous les produits du Moyen-Orient arrivent sur ces marchés Absolument. parisiens. Oui.
Par contre, c'était pas à la portée de toutes les bourses. Mais la soie n'a été fabriquée en France qu'à partir de Louis XI, je Oui, crois. Et elle était fabriquée en Italie, oui. mais c'était récent et les soies les plus chères, les plus fines, les plus belles étaient tout de même acheminées par la route de la soie, en fait. Il y a aussi, bien sûr, des voyages en Italie. Vous dites bien que vous décrivez très, très simplement, très rapidement, mais très bien, la naissance d'un certain capitalisme en Italie, Oui, avec les lettres de oui, oui. change, avec Oui, l'organisation du oui, oui. système Alors, bancaire. il y a un livre à ce sujet qui m'a beaucoup éclairée. C'est la richesse franciscaine? Non, Non? c'est un livre d'un auteur américain. Oui. Euh, Parce oh, qu'il y a eu un livre italien. Oui, aussi. Il y en a beaucoup qui paraissent Un maintenant, livre hein. italien extraordinaire écrit par un Italien qui s'appelle La Oui. richesse franciscaine et Mhm. qui explique qui explique ça, la naissance Oui. du capitalisme, Du... enfin de l'utilisation de l'argent Mhm. par les congrégations religieuses. Certaines congrégations ne l'utilisant que pour elles et pour acheter de la vaisselle d'or et d'argent et de vermeil et des tableaux somptueux, et d'autres congrégations réinjectant cet argent Mhm. tout autour de l'abbaye pour faire travailler les gens. C'est très, très, très passionnant. Alors ça, c'est un des aspects. L'autre aspect qui m'a beaucoup intéressé, bon, c'est l'aspect psychologique. C'est plein de finesses psychologiques. Donc cette famille, nous avons Pierre, nous avons Béatrix, puis Béatrix meurt. Béatrix. Béatrix, puis nous avons Rosamée, la seconde femme, la vie des enfants, l'envol des enfants. Tout ça est très riche de psychologie fine. On a l'impression que vos personnages sont très, très vivants. Eh bien, c'est un peu ça, parce que ce roman, je l'ai commencé il y a plus de 20 ans. Et en fait, j'ai eu l'impression, en gros, que les personnages... Je vais créer un personnage, et j'ai eu l'impression que les autres venaient d'eux-mêmes, et que ces personnages se mettaient à vivre absolument comme si une pièce se déroulait devant mes yeux, que je n'avais qu'à les regarder. En fait, ils avaient une Ils se existence sont imposés. absolument indépendante, et le personnage de Guillaume en particulier, je ne lui avais pas donné d'épaisseur, et j'ai eu l'impression qu'il venait sur le devant de la scène en disant « Et Et moi, moi, et moi. et moi ». Alors, par contre, ma fille m'a reproché d'avoir trop... Elle est un peu féministe, enfin, légèrement, et elle m'a dit « Maman, tes personnages sont tous masculins ». Alors, je n'y peux rien. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, C'est comme ça. je ne suis Non, pas Jeanne Bourrin. oui, Jeanne Bourrin fait beaucoup de personnages féminins. féminin, c'est vrai. Et les miens Oui. sont masculins. Je Oui. pourrais essayer de... Mais c'est comme ça. Mais ça moi, m'est j'aime venu. mieux vos personnages parce que je trouve qu'ils sont très, très vrais. Et puis, je n'aimais pas l'utilisation de la religion par Jeanne Bourrin. Euh, je- Il y avait un espèce de mélange très morbide dans les romans de Jeanne Bourrin entre la religion, la condamnation du péché. C'était quelque chose que je trouvais assez malsain. Oh, bah, dans mon roman, les gens qui Alors sont que- pêcheurs sont très décomplexés. Ils Non, sont non, très non. Et je décomplexés, pense qu'ils l'étaient également à l'époque. mais ils ont conscience de péché. Voilà, le sentiment Ils de ont- mal agir Oui, ils est ont tout à fait conscience- présent. Ils ont conscience Ils de ne cherchent péché. pas comment dirais-je, de justification Non. à leurs mauvaises actions. C'est une chose qui m'a toujours agacée à notre époque. Oui. On voudrait avoir la bénédiction quand on fait mal. Eh bien non, je suis désolée, Non, c'est comme ça. il y a une Vous condamnation. avez mal agi, vous avez péché, point. Ne croyez pas que ce Mais soit bien. votre héros, Pierre, Mhm. va se confesser à son bon ami Anselme dans la forêt de Vincennes. Voilà, oui, en fait, il a tout à fait le sens du péché, mais même s'il n'a pas la force de ne pas le commettre. Pas la force de Hein. ne pas le connaître. Mais encore une fois, il y a le côté authentique et vivant et charnel, où il faut bien le dire. C'est pas un livre à donner aux jeunes filles de 16 ans. C'est un livre pour grands. Et puis la présence de l'Église. Qui est inouïe, puisqu'on vit au son des cloches qui résonnent partout.
les fêtes religieuses, les cérémonies. Absolument. Et dans chaque famille, il y a un ou deux Au moins, enfants au moins, qui sont consacrés. qui sont consacrés, Oui. sans obligation, sans pression. Non, Mais qui, mais quand on voit le tissu religieux de l'époque, les abbayes, les églises, ces abbayes et ces prieurés, ils n'étaient pas vides quand même. Il fallait bien qu'il y ait des gens qui aillent dedans. Or, la population n'était pas de 65 millions d'habitants, elle Non. était bien moindre. non. Donc, en fait, une bonne partie des... On voit bien d'ailleurs dans l'histoire des familles régnantes qu'il y a beaucoup de religieux. Deux frères du roi Louis VII seront d'église, Oui. n'est-ce pas? De même que dans le comte de Blois-Champagne. Oui. C'est inouï le nombre de veufs, de veuves qui entrent dans les abbayes du monastère à la fin de leur vie. Oui, et la fin de leur vie, c'est pas 80 ans. Non, C'est non. 60 ans, 50 ans. D'ailleurs, 50 ans. j'avais fait un petit récapitulatif de toutes ces familles régnantes. Oui. La reine de France elle-même, enfin la reine douairière, Mmh. est entrée dans le monastère qu'elle avait fondé. Ça a été le cas de Bertrade de Montfort, Oui. la deuxième femme du roi Philippe Ier. Enfin, non, le monastère, c'était un des pôles de l'époque, un monastère qui n'était pas ce qu'il est maintenant, qui était une véritable ville, en Oui. fait. Une véritable ville avec des fonctions sociales bien Absolument, précises, oui. des fonctions d'hospice, Oui, hospice, assistance aux pauvres, assistance aux pauvres, oui. École, École, orphelinat, orphelinat, hein, oui. Donc et puis des unités de production aussi. Hein. Ouais. Le monastère fabrique tout ce qu'il consomme et Ouais. puis il peut revendre en plus. Hein. Ouais. Non, la sécurité sociale de l'époque, c'était c'était l'Église. C'était l'Église, bien sûr. Et on voit d'ailleurs Pierre, à la fin de sa vie, aller soigner, donner son temps à l'hospice. Ah bah c'était nécessaire, je pense. Hein. Il y avait Bénévole, comme oui. un service Oui. volontaire. Ah bah bien sûr. Je pense que c'était comme ça, en fait. Hein. C'était une très belle activité, en fait. Et puis alors, il y a quelque chose qui me fascine aussi chez vous, c'est la description des repas, la description des réserves, la description. Alors, il faut quand même que je donne, comme toujours, une image de votre écriture, parce que je le fais tout le temps, donc je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas aujourd'hui. J'aime beaucoup la façon dont vous racontez cette vie. Un nouvel hiver s'installa, rigoureux et maussade. Il tombait une pluie glacée qui pénétrait dans les plis des vêtements et faisait frissonner. Pierre avait surveillé les rentrées de bois et revu avec Rosamée le détail des provisions entassées dans le cellier. Porc et poissons salés, lard fumé, pois, fèves et lentilles, pommes séchées, noix, noisettes, faines, ainsi qu'une grande quantité de glands. Une partie des glands engraisserait le cochon, le reste trempait déjà dans un cuveau, opération préalable à la confection d'une farine, bien nécessaire quand le prix du blé devenait ruineux. Avec les confits de figues, la pâte de coing et le raisiné, dû à l'activité industrieuse des femmes de la maison, on entreposait de grands pots fermés à la cire, remplis d'un miel parfumé que Pierre récoltait lui-même. Les boissons non plus ne manquaient pas. Cidre de frêne, vin de sureau, piquette de corme et vin rouge épicé. La pharmacie familiale avait été réapprovisionnée. Depuis l'été, des bouquets d'herbes séchées, accrochés aux solives. L'ombre confinée du cellier était saturée de l'odeur des plantes. Millepertuis jaunes vifs, feuilles lobées du manteau de Notre-Dame, corymbes blancs laiteux d'herbes de la Saint-Jean, propres à la cicatrisation des plaies, reines des prés parfumées et velues, dont les tiges séchées calment la fièvre. Et puis des descriptions de repas étonnantes. On goûte de noix séchées et de pommes, tout simplement. Oui. Toute une économie complètement indépendante, en fait. Oui, on ne dépend de personne. On ne dépend de personne et il faut bien penser que lorsque la récolte est épuisée,
on a faim. Ouais. Évidemment, ça... La faim est un spectre. Hein. Ah oui, on regarde le blé en se disant, le blé est abondant, on n'aura pas faim, Ouais. en fait. Hein. Il faut songer, d'ailleurs, j'y fais allusion, que lors des famines, certaines famines, les gens ont déterré des cadavres. Et ça, ce genre de cannibalisme s'est produit également dans les camps de concentration. Donc, je pense qu'on n'a pas à regarder avec ces deux tout temps, en fait. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais ce rappel de cette vie de tous les jours, et puis les fêtes, vous décrivez des fêtes somptueuses, vous décrivez des fêtes de mariage très jolies, Oui. Où l'on carole. Ah ben, On quand on se carole. marie, on danse. Alors, voilà, caroler, ce verbe caroler est très joli. Oui, mais je n'ai pas trouvé à l'époque d'autres danses que la carole, sauf peut-être l'estampille. Mais sinon, d'après ce que j'ai pu regarder, les autres danses sont postérieures. Alors, je suppose que c'était une petite cavalcade. Je n'ai jamais vu caroler. Mais caroler, c'est bon, très joli. Oui, caroler, voilà. Et puis, cette décoration de fleurs, vous Toujours. montrez que les maisons sont fleuries. Sont fleuries, énormément, oui. Et Oui, le Moyen-Âge aime la beauté. c'est fou, oui, c'est fou. Oui. Bah, en fait, quand on parle des haies, il n'y a pas de grillage. Oui. Donc, ce sont des pieux. Je pense que les haies, c'est des haies touffus Oui. de herbus, quoi, Oui, en fait. oui. Hein. D'ailleurs, on voit bien dans le roman de Renard, il faut faire très attention parce que les pieux sont quelquefois disjoints. Oui. Alors, le goupil s'introduit par là et puis il va sauter sur Les poules. Champclair. Sur vos poules. N'est-ce pas? Oui, c'est le roman de Renard, je l'ai relu, c'est délicieux, mais on voit bien qu'en fait, c'est difficile de protéger ses biens. Il n'y a pas de clôture électrifiée. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, vous avez compris, chers auditeurs, que c'est vraiment la résurrection de la vie d'une famille en 1100, donc en plein Paris, avec ses joies et ses peines, ses violences, parce que Pierre Barbier, quand il n'est pas content, il gifle ses filles. Voilà, comme dans tout. Les châtiments corporels n'étaient pas interdits à l'époque et Guillaume, tout aristocrate qu'il est, se fait fouetter. Il se fait fouetter, oui. Alors là, pour une faute qu'il a commise. Ouais. Non, mais c'était... C'est une vie, riche et extraordinairement instructive, encore une fois. On apprend ce Moyen-Âge qui, comme Régine Pernoud nous l'a annoncé, n'était pas cette période obscure Non. que la République veut Non, bien non. stigmatiser. Oui, C'est une période très chrétienne et au contraire une période de foi. une période de Immense foi foi. et finalement assez lumineuse. Oui, les hommes étaient primaires, hein, impulsifs, très impulsifs. Ouais. Parce que vous pensez qu'ils ont changé? Vous Prompts à pensez- des revirements. Maintenant, je pensez pense qu'on qu'ils est plus sont- hypocrite. Oui, parce que En fait, c'est ça. il y a autant de femmes battues aujourd'hui Certainement qu'au autant. Moyen-Âge, mais cela dit, maintenant, on fait semblant de les punir, alors que... Oui. Alors, le moment est venu vite de donner des informations, puisque l'émission Alors, est... je tenais quand même à Oui. dire que j'ai écrit ce roman dans le cadre des ateliers romans Oui, de l'association François Bansard, oui, qui est 26 Mais vous avenue allez- de la Bourdonnais. mais vous allez sûrement faire une signature un jour. Et le Oui. forum de la France courtoise... Si vous m'invitez, je Bien le ferai sûr, avec on plaisir. va organiser ça, puis vous nous ferez une conférence. Oui, Bien évidemment. Donc, vous pouvez trouver, chers auditeurs, ce texte soit à la librairie du Ken, très vite, soit au foyer Edwige Feuillère, 45 rue de Trévise, dans le 9e. Et puis, vous retrouverez un téléphone. alors le téléphone du foyer Edwige Feuillère, qui n'est pas ouvert tout le temps, c'est soit 06 37 34 08 50, soit 01 53 34 03 31. Alors je répète, 06 37 34 08 50 ou 01 53 34 03 31. Plus sûrement sur le téléphone 06 parce que vous laissez là Un message. votre et vous nom, serez- un message. Mais- Alors et c'est puis- un foyer d'aide Et aux puis- comédiens. Et puis, Donc, il y a un la message, librairie. Et puis, encore à une faire. fois, vous viendrez, cher Aude Pilorger,
signer ce roman Alors, de je peux soie, aussi, d'or et de sang. je peux aussi donner mon propre numéro de téléphone portable. Absolument, Hein. allez-y. 06 22 11 69 54. Ça, vous pouvez vous adresser directement Et vous à moi. répétez 06 22 11 69 54. Voilà. Et chère Aude Pilorget, merci de nous avoir fait voyager dans ce Moyen-Âge de façon si élégante et si riche. C'est vraiment les très riches heures du Moyen-Âge que vous nous avez offert. Et merci beaucoup de Merci m'avoir invité, beaucoup, madame. Aude Pilorget. Et à jeudi prochain, chers auditeurs.